Bienvenue à Opinion d'aînés, une émission exclusivement consacrée aux personnes âgées et avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire cette semaine, comprendre les lois grâce à une vulgarisation exemplaire. Nous avons une entrevue sur le sujet. Santé Québec, l'agence, la fameuse agence, le conseil d'administration, est-il celui d'une entreprise privée? Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Dominique Delbast, qui est à Sherbrooke. Bonjour, Dominique. Vous êtes plutôt généralement critique de la nouvelle agence de santé. Alors, il semble que vous avez encore quelques réserves. Eh bien oui, Alain, je suis un peu sceptique devant cette grosse machine qui se met en branle, si l'on veut, et dirigée par un conseil d'administration qui effectivement s'oriente beaucoup sur le privé. Alors, il faut rappeler que Santé Québec, c'est une société d'État et selon sa définition, elle devra assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité, la pérennité du réseau et permettre une meilleure coordination entre les établissements. Ce sera un gros employeur, un employeur unique du réseau et ils seront responsables de l'attraction et de la rétention du personnel, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, ce CA se compose d'à peu près 13 personnes, dont 9 personnes viennent du secteur privé. Il y a 6 administrateurs de sociétés privées et une seule personne qui vient du monde syndical. Alors, il y a la présidente, Geneviève Biron, qui est membre de la famille Biron et qui a administré les sociétés Biron. Il y a Christine Germain, qui est la cofondatrice des hôtels Germain, administratrice de société. Et ça va faire du bien parce que les hôpitaux sont des hôtels où l'on mange très mal. Hélène Chartier est une ingénieure. On a plusieurs ingénieurs sur ce CA, ingénieure de formation et à l'œuvre elle aussi comme administrateur de société. Anna Shift, qui détient un baccalauréat en commerce, ce qui n'est pas tout à fait la santé, mais elle est cofondatrice d'une boîte de technologie sur la santé, une boîte qui est en bourse, donc très privée aussi. Une dame que vous connaissez bien, c'est Diane Lamar. Diane Lamar, elle possède une maîtrise en pharmaceutique. C'est une communicatrice aussi hors pair et les habitués de LCN, de TVA la voient souvent car elle fait les commentaires sur ce qui passe dans les milieux de la pharmacie. Mais elle a été aussi présidente de l'ordre de pharmaciens, des pharmaciens du Québec, de 2009 à 2014. Et surtout, n'oubliez pas que les pharmaciens sont des entreprises sans accent et au pluriel, les pharmaciens travaillent l'adresse apparaît à l'écran. Ils sont aussi des entrepreneurs privés. Maintenant, Dominique, vous allez nous parler de la personnalité de la semaine, une autre dame bien connue qui œuvre en santé et qui vient du privé. Régine Laurent, c'est une infirmière de formation. Elle a été leader de la FIC, la Fédération interprofessionnelle du Québec. Elle a été pendant 9 ans présidente de la FIC. Voici maintenant quelques nouvelles brèves. Les conditions de travail des infirmières et des infirmiers. Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie Centre a reçu un prix de reconnaissance pour son programme de paramédecine. En quoi consiste la paramédecine? C'est à faire une rencontre à la maison avec un technicien ambulancier lorsque quelqu'un se dit malade, afin d'éviter justement un transport en ambulance. Quand c'est possible, bien sûr, on vérifie l'état de santé de la personne et après, on fait un suivi médical par une infirmière. Ça existe depuis 4 ans et demi et pendant ce temps-là, il y a 6 000 personnes en Montérégie qui ont profité de ce service. Et la moitié d'entre elles ont eu des soins dispensés dans leur milieu, à domicile, sans recours à un médecin et sans transport en ambulance. Alors je crois que, n'est-ce pas, il se fait des choses très intéressantes dans notre réseau de la santé qu'on aime bien décrier. Mais des fois, on a raison de se plaindre. Sur la Côte-Nord, on sait qu'il y a déjà eu, on a frôlé la rupture des soins. Présentement comme administrateur de société, évidemment.
Jean-Luc Gravel, qui est un analyste financier, et il est aussi administrateur de plusieurs sociétés. Madame Véraud est détentrice d'une licence en gestion et développement des organisations. Donc, elle est maintenant administratrice, elle aussi, de plusieurs sociétés, et elle a été sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux. On a un monsieur Michel Lesoir sur ce conseil qui est membre de l'Ordre des ingénieurs, un autre ingénieur. Les ingénieurs ont une façon de penser très cartésienne, et il détient un certificat en leadership. Donc, il va pouvoir donner du leadership et apprendre le leadership à nos dirigeants d'hôpitaux, de CLSC, de SUS, et même, pourquoi pas, les syndicats. Ça va faire du bien dans le réseau qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu leader. Nous avons 2 médecins sur ce conseil d'administration. Le docteur David Lucier, qui est un médecin spécialiste en gériatrie, et il œuvre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, c'est une bonne affaire, car il saura sûrement défendre les intérêts des aînés, se mettre à la place des aînés qui souffrent souvent de manque dans le système de la santé. Donc, on compte sur lui pour parler de nous et pour défendre notre point. Il y a également le docteur Stanley Volant. C'est un monsieur très bien qui fait partie des Premières Nations, qui a un parcours extraordinaire. C'est un chirurgien, il est professeur et conférencier, et il est présentement médecin conseil pour la Commission de santé des services sociaux pour les Premières Nations du Québec. Alors rappelons que le sous-ministre de la Santé et des services sociaux, Daniel Paré, et la présidente et la chef de la direction de Santé Québec seront sur le conseil d'administration de Santé Québec. Alors voilà, je dois quand même mentionner qu'il n'y a aucun représentant des patients ou des organisations de défense de patients sur ce conseil d'administration. Donc, les patients ne sont pas vraiment bien représentés. Alors, bien sûr, on va souhaiter bonne chance à tous ces gens qui sont pleins de talent et qui ont sûrement une très grande envie de réussir et qui veulent participer à la remise sur pied de notre système de santé. Alors, ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est que le système s'améliore, que les aînés ne patientent plus des heures et des journées dans les urgences, et que la prochaine fois que nous irons dans un hôpital, nous y soyons aussi bien accueillis que quand on va se faire une prise de sang dans les laboratoires Biron, ou quand on est accueilli dans un hôtel du groupe Germain. Je pense qu'avec la brochette de ces personnalités que vous venez de nous présenter, Dominique, je pense qu'il y a là des gens solides qui ont des expériences complémentaires. Oui, il y en a qui viennent du privé, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Ce sont des gens qui ont réussi, des gens qui ont de l'expérience, et on verra qu'est-ce que ça va donner. On en parle dans un an, on fait un bilan, on vous le promet. Dominique, vous savez combien on aime être utile à Opinion d'aînés, et je me disais que dans votre expérience, vous avez probablement déjà lu, comme tout le monde, une loi ou deux, ou en tout cas quelques extraits. Hein. C'est habituellement un texte, une loi qui est plutôt aride, qui n'est pas toujours limpide, et surtout lorsqu'on n'a pas une formation en droit. Mais voici un outil pour nous aider. Ça s'appelle Éducaloi. C'est un site web de vulgarisation juridique extrêmement bien fait et qui touche de multiples aspects de la loi. Alors, j'ai réalisé avec Éducaloi une entrevue avec une porte-parole, Mme Marjolaine Condrin-Morel, qui est une vulgarisatrice juridique, et je lui ai demandé qu'est-ce qui touchait particulièrement les personnes âgées. On l'écoute. Chez Éducaloi, on a des groupes de clientèle prioritaires et les aînés en font partie. Les personnes aînées sont une de nos clientèles prioritaires, c'est-à-dire qu'on a des fonds de notre mission qui sont spécifiquement dédiés pour créer des contenus qui s'adressent à cette population-là. Et c'est un grand défi parce que c'est une population vaste. Alors, la population aînée,
selon les définitions, ça peut partir dès 50 ans jusqu'au décès. Alors, c'est une très large portion en termes d'années d'âge, si on peut dire. Et donc, les variétés de situations de vie qui impliquent du juridique sont très variées parce qu'on va de gens qui sont toujours sur le marché du travail à des personnes en perte d'autonomie, les proches aidants, les grands-parents. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel propice à des questions juridiques pour ces clientèles-là, oui. De la part des aînés, ce qui est beaucoup demandé, c'est tout ce qui a rapport à la santé, les soins de santé. Hein. Il y a beaucoup l'aide médicale à mourir, les soins de fin de vie qui sont dans les médias. Hein. On entend beaucoup parler de ça. Alors, ça interpelle les populations, les groupements d'aînés qui nous demandent des ateliers sur des sujets, notamment pour le consentement aux soins, les mandats de protection. Donc, en cas d'inaptitude, qui va prendre les décisions pour moi? Comment ça se décide? Est-ce que j'ai mon mot à dire? C'est des questions qui intéressent particulièrement les personnes aînées. Donc, je dirais que ce serait ça en ce moment qui est le plus demandé sur notre site. Dans les cas de fraude et abus, on en a parlé beaucoup à notre émission. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner ou des conseils très, très particuliers de façon succincte? Oui, c'est sûr que la fraude et les abus également, c'est dans l'air du temps et ça touche particulièrement les clientèles aînées. Alors, si je pouvais donner quelques trucs, c'est bien sûr d'être vigilant. C'est pas juridique, c'est un truc très général, mais d'être vigilant et de s'informer sur les méthodes employées par les fraudeurs qui sont toujours à l'affût de nouveautés, hein, les fraudeurs. Alors, quand il y a quelque chose qui a été décelé, qui ne fonctionne plus aussi bien, ben, ils trouvent un nouveau stratagème. Alors, de se garder informé sur ces sujets-là. Chez Éducalois, on vient de refaire un guide complet sur la fraude adressé spécifiquement aux aînés avec des situations de vie pour montrer à quoi ça peut ressembler, ce genre de fraude-là, la fraude des grands-parents, les arnaques amoureuses, des choses comme ça. Alors, c'est important de se garder à l'affût et d'être plus suspicieux que moins. Donc, si on pense qu'on parle avec une personne de notre entourage, ben, c'est pas si grave d'être suspicieux puis de demander est-ce que je parle vraiment à mon fils, est-ce que je parle vraiment à ma fille, puis de se donner des petits codes, de se donner des espèces de mots de passe entre nous pour dire ben si je te pose c'est quoi le repas préféré de maman, tu es censé pouvoir me répondre, puis de cette manière-là, je peux m'assurer que je parle à la bonne personne. Eh bon, hey, ça va prendre maintenant un mot de passe pour se parler dans la famille. Pas nécessairement un mot de passe, hein? Donc, non, mais une question que je sais que mon cercle restreint connaît facilement. Ils sont assez créatifs, les fraudeurs. De toute façon, vous avez raison. Dans ce que vous offrez comme information, il y a une section qui s'appelle l'autonomie. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez vulgariser comme loi en ce qui a trait à l'autonomie, justement? C'est très intéressant. L'autonomie, c'est l'autonomie des personnes de décider pour elles-mêmes. Alors, une fois qu'on est rendu majeur, on a notre autonomie de décision par rapport à nos choix. Au niveau juridique, on a le droit d'intenter des poursuites, on a le droit de faire valoir nos droits. Et donc, cette autonomie-là, elle est à tout le monde. Chacun a cette autonomie-là. Et à un certain moment dans la vie, chez les aînés, mais pas que chez les aînés, on peut perdre cette autonomie-là. Si moi, j'ai un accident cet après-midi, puis que je suis incapable de prendre des décisions pour moi-même, au niveau santé, mais aussi au niveau de ma gestion de mon argent et tout ça, il faut peut-être que quelqu'un prenne des décisions pour moi. Alors, quand on parle d'autonomie, c'est de ça dont on parle. Et il y a 2 ans, la loi a été quand même assez revue, le Code civil a été revu pour conserver le plus d'autonomie aux personnes aînés, aux personnes qui sont en perte d'autonomie. Et donc, tout le régime d'aide et d'assistance a été vu sous la lorgnette de donner le plus d'autonomie aux gens, que les personnes puissent conserver le plus d'autonomie. Alors, si on met en place un régime de protection qu'on appelle pour accompagner ces personnes en perte d'autonomie, mais le plus de choix qu'on peut leur laisser, le plus d'autonomie et de latitude qu'on peut leur laisser, on va le faire plutôt que de faire l'inverse et de leur retirer certains choix qui sont toujours aptes à prendre certaines décisions. Vous avez maintenant un autre domaine. Bon, les gens qui ont 70, 80, habituellement ont un testament et ont organisé leur succession, habituellement.
Mais chez les bientôt âgés, c'est-à-dire les 50 ans, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas préparé leur succession, qui n'ont pas révisé leur testament ou qui n'en ont pas fait? Est-ce que c'est encore comme ça beaucoup? Je crois que oui, j'ai pas les statistiques récentes, mais effectivement, c'est pas tout le monde qui ont prévu ça. Il y a des gens qui veulent pas penser à la mort, qui veulent pas penser à ce qui va arriver plus tard. C'est des sujets pas faciles à aborder, pas faciles à réfléchir. Donc oui, il y a toujours une tranche de la population qui a pas pensé à ça ou qui veut pas y penser. Et il y a des fausses perceptions également de dire ah ben mon conjoint va hériter de tout, alors je suis en couple depuis 25 ans et c'est sûr que ce sera lui qui aura tout à mon décès. C'est important de justement s'informer parce que les règles au Québec sont pas les mêmes qu'en Ontario, qu'en France. Alors, c'est important de bien s'informer et de s'informer correctement de la localité. Alors, sur Internet, en faisant nos recherches, ça peut être intéressant de rajouter Québec quand on fait ce genre de recherche-là pour que nos résultats de recherche nous pointent vers des contenus par rapport à ce qui se passe dans la province, parce que là, on peut lire des choses en français, puis on pense que c'est ce qui s'applique, mais là, hop, c'est en Belgique finalement. Alors, c'est très important de prendre conscience que le droit n'est pas uniforme partout, même à l'intérieur même du Canada, et donc de s'informer pour avoir les réalités et les informations juridiques du Québec. Madame Condré-Morel, on vit de plus en plus dans un monde complexe. La loi, c'est rarement simple. Merci de votre travail et continuez à le faire aussi bien et merci de votre entrevue. Je vous remercie beaucoup et j'invite tous vos auditeurs, les gens qui vont écouter l'entrevue, à aller sur notre site educalois.qc.ca. Il y a plein d'informations juridiques sur plein de domaines de la vie courante. Alors, c'est une source d'information qui peut être pertinente pour vos gens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, Educalois publie un bulletin à l'intention des aînés. Pour s'abonner, c'est l'adresse suivante, educalois.qc.ca/dossier au singulier, aîné sans accent et au pluriel, /. L'adresse apparaît à l'écran. Maintenant, Dominique, vous allez nous parler de la personnalité de la semaine qui œuvre en santé et qui vient du privé. Alors oui, la personnalité de la semaine, cette semaine, Alain, c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup dans le domaine des aînés et surtout dans le domaine de l'habitation pour aînés. C'est monsieur Luc Maurice. Luc Maurice, c'est quelqu'un qui a commencé ses études au Collège militaire de Saint-Jean, donc quelqu'un qui a une formation de militaire. Il a obtenu un baccalauréat en administration. Ensuite, il a été pilote, il a été chef d'escadrille dans l'aviation royale canadienne. Dans la diplomatie, il a été chef de camp et aide de camp de la gouverneure générale Jeanne Sauvé. Et c'est une expérience dont il a beaucoup bénéficié. Il a rencontré beaucoup de diplomates, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de gens d'affaires. Et ça lui a donné une excellente formation pour partir le groupe Maurice en 1998. Un groupe qui était destiné à bâtir des unités de logement destinées au mieux-être des aînés. Et c'est une des belles réussites dans le domaine de l'habitation pour aînés. Alors aujourd'hui, le groupe Maurice se compose de 37 résidences, 13 000 appartements, 2100 employés. Aujourd'hui, il est comme tout le monde, il vieillit, il a pris sa retraite de l'administration au jour le jour du groupe Maurice et il s'occupe maintenant de sa fondation, une fondation qui lui tient à cœur, c'est la fondation Luc Maurice, qui a pour but de rendre plus heureuse la vie des aînés. Le principal projet de la Fondation est de construire des résidences pour aînés à prix abordable. On sait à quel point le logement est difficile pour tout le monde au Québec et même dans le monde entier, il faut le dire, et que le logement pour aînés est très cher actuellement. Donc, M. Maurice a décidé de construire des résidences à prix abordable à travers une OBNL à but non lucratif qui s'appelle Mission Unitaire. Alors, Mission Unitaire bâtira 10 immeubles de 100 appartements chacun,
destinée aux aînés à faible revenu. Alors pour l'instant, il y a 10 résidences qui sont en développement ou en construction à travers la province. Bien sûr, Luc Morris ne construira pas lui-même les résidences, mais il y apportera son savoir, son talent et sa passion des aînés. Et vous savez, il a promis que si les coûts de construction dépassaient les prévisions, il les paierait de sa poche. Alors, à tous nos politiciens qui nous font des tonnes de promesses, prenez-en de la graine et engagez-vous la prochaine fois que vous aurez un projet de pont inter-rive ou de tunnel à payer la différence de votre poche, vous aurez beaucoup plus de crédibilité. Alors, Monsieur Morris est un homme qui aime beaucoup les aînés. J'ai eu la chance de le côtoyer et très souvent, il allait visiter ses résidences pour parler avec ses résidents, pour avoir le pouls des gens qui habitaient chez lui. Alors, on peut dire que c'est un véritable humaniste. Il a aidé beaucoup d'œuvres à travers le Québec qui s'occupent des aînés, notamment les Petits Frères des Pauvres et d'autres organisations. Alors, cette semaine, Monsieur Morris, notre coup de chapeau est pour vous, pour vos réalisations. Et continuez à participer au développement, au bonheur et à la vie des aînés. Voici maintenant quelques nouvelles brèves. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie Centre a reçu un prix de reconnaissance pour son programme de paramédecine. En quoi consiste la paramédecine? C'est à faire une rencontre à la maison avec un technicien ambulancier lorsque quelqu'un se dit malade, afin d'éviter justement un transport en ambulance, quand c'est possible, bien sûr. On vérifie l'état de santé de la personne et après, on fait un suivi médical par une infirmière. Ça existe depuis 4 ans et demi et pendant ce temps-là, il y a 6000 personnes en Montérégie qui ont profité de ce service. Et la moitié d'entre elles ont eu des soins dispensés dans leur milieu, à domicile, sans recours à un médecin et sans transport en ambulance. Alors je crois que, n'est-ce pas, il se fait des choses très intéressantes dans notre réseau de la santé qu'on aime bien décrier. Mais des fois, on a raison de se plaindre. Sur la Côte-Nord, on sait qu'il y a déjà eu, on a frôlé la rupture des soins. On a transplanté des gens qui étaient dans un hôpital, dans des CHSLD, des RPA, on les a envoyés comme ça, on les a sortis des hôpitaux sans leur consentement. Alors, le ministre a mis son pied à terre, M. Dubé, a reconnu que ça ne devrait pas se reproduire. Les patients ont des droits. On ne choisit pas toujours l'endroit où on peut vous soigner, mais vous avez toujours, comme patient, le droit de refuser. Alors, le ministre va faire une enquête là-dessus, on verra ce que ça va donner. Chez nos voisins de l'Ontario, maintenant, le mois de juin, c'est le mois des aînés. Le gouvernement a mis en ligne un nouveau site web afin de mieux informer cette clientèle, les familles, les personnes de ressources, sur les services également, pour, par exemple, renouveler son permis de conduire, trouver des ressources communautaires, des programmes sociaux, culturels et même récréatifs. C'est une excellente idée à imiter chez nous aussi. Chers spectateurs, on vous a déjà demandé, est-ce que vous vivrez jusqu'à 100 ans? Alors, Dominique, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et oui, le rêve de vivre jusqu'à 100 ans est un rêve qui s'approche de plus en plus. Et on a vu dans une de nos dernières émissions une résidence du groupe Maurice où il y avait 7 centenaires qui étaient en très grande forme. Alors évidemment, les gens veulent vivre jusqu'à 100 ans. Tout dépend de leurs conditions physiques, surtout et mentales, pour vivre jusqu'à 100 ans. Les gens veulent être en bonne santé, les gens veulent être alertes, ils veulent pouvoir faire des activités, ils veulent pouvoir lire, regarder la télévision. Mais en général, les gens sont optimistes. Bien sûr, personne n'est sûr de vivre jusqu'à 100 ans, mais c'est une aspiration qui commence à se développer. Et avec l'amélioration de la médecine, l'amélioration des médicaments, l'amélioration des soins de santé, dans quelques années, on va être sûr de pouvoir vivre jusqu'à 100 ans. En tout cas, les gens le souhaitent.
Bien, voici maintenant pour terminer la question de la semaine. Il s'agit de la nouvelle loi contre les évictions de locataires. Alors, Dominique, c'est à vous de nous présenter cette question-là de long et en large. Et oui, on peut dire que le gouvernement a fait un virage à 180 degrés dans le domaine du logement. Alors, je vais vous faire une petite citation qui dit « Face à une crise du logement de plus en plus aiguë, exacerbée par la hausse marquée de l'immigration temporaire, des actions ciblées s'imposent pour protéger les locataires. » Et qui dit ça? La ministre Durand-Lot, qui est ministre du Logement. Alors rappelez-vous, il y a encore quelques mois ou quelques années, pour le gouvernement Legault, il n'y avait pas de crise du logement, il n'y avait pas de crise de l'immigration, mais maintenant, il y en a une et, il faut le reconnaître, ils prennent le problème à bras-le-corps et c'est très bien ainsi. Alors, particulièrement chez les locataires aînés. Ceux qui habitent depuis longtemps dans leur appartement, qui ont des revenus fixes, qui n'augmentent pas, et qui se trouvent évincés ou par différentes façons augmentés par des propriétaires sans scrupules. Alors, actuellement, les locataires qui ne peuvent pas être évincés ont 70 ans et plus. Alors, on va ramener cet âge à 65 ans. Et pour les loyers à bas prix, eh bien, les HLM, ça sera 125% du revenu du locataire pour être accessible. Alors, c'est une bonne chose. La loi n'est pas encore passée. Ça va sûrement éviter des évictions sauvages, qu'on en a vu plusieurs par les mois puis les années passées. Il faut que la loi passe. Les députés sont tous favorables à ce que cette loi passe et c'est très bien. Alors, merci et faites passer la loi au plus vite. Il ne faut pas que ça reste un projet de loi. Il faut que ça devienne une loi. Ce qui est remarquable dans l'adoption de cette loi, c'est que les députés de tous les partis se sont parlé et ont décidé d'agir, de coopérer ensemble pour que le projet de loi passe le plus rapidement possible, c'est-à-dire avant la fin de la session parlementaire. Alors, chers députés, messieurs, mesdames de l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'il faut travailler et on souhaite que ce soit davantage le cas, que vous collaboriez. Pour terminer, eh bien, merci de votre intérêt. À la semaine prochaine. Partagez cette émission sur Internet, s'il vous plaît. Répondez-nous, écrivez-nous, faites-nous des suggestions. Et d'ici la semaine prochaine, profitez de la vie.